Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre 3e saison de Débat court. Saison qui fait suite à déjà 2 saisons qui ont bien rempli nos programmes, à savoir la première qui était plutôt consacrée à un échange pluriel. Après, nous avons eu la 2e saison consacrée davantage à une conversation de salon où nous commentions quelques ouvrages édités durant l'année dernière. Et puis là, maintenant, nous allons nous mettre un peu sur un drink et nous allons bénéficier de la compétence, de la formation, du savoir de beaucoup d'intervenants. Et pour l'instant, nous avons donc une équipe qui va nous rencontrer sur Débat court à la 3e saison pour à peu près 3 émissions. Alors j'ai le plaisir de retrouver Yann Decacré. Bonjour Yann. Bonjour Albéric. Alors chef d'établissement, déjà 3 ans. Déjà 3 ans. Voilà. Yann, Voilà. On ne t'avait pas vu l'année dernière. Non. Et nous avons le plaisir de te retrouver. Un plaisir partagé. Bon. Alors nous avons après Sophie Tessière, nouvelle invitée. Alors Sophie Tessière, vous êtes experte en formation universitaire, en numérique. Vous êtes aussi fondatrice d'un centre de formation. Vous êtes en train de le créer, de le mettre en place. Et puis vous avez aussi, vous êtes ancienne officier de marine. Absolument, Albert. Quel palmarès! Un parcours très intéressant. Un beau parcours. Et là, maintenant, ma foi, vous continuez à exercer votre vie professionnelle plutôt sur Paris? Essentiellement sur Paris, puisque l'école que nous sommes en train de mettre en place, car je ne suis pas seule, je suis la secrétaire générale d'une association qui s'appelle SUPIDRA, Sup pour enseignement supérieur, intégration, domotique et réseau audiovisuel, avec pour vocation de former les intégrateurs audiovisuels de demain. Nous avons Tarek Sardi, qui est réalisateur et scénariste, et qui a une expérience d'enseignement dans les prisons. Tarek, c'était 3 ans, 2 ans, 4 ans, je sais pas. 3 ans. Ouais. Principalement dans les pénitenciers pour mineurs en Tunisie. Et c'était un programme de l'OIM, l'Office international des migrations, une filière de l'UNESCO. D'accord. Et j'ai enseigné le cinéma, du coup j'ai fait des films avec des prisonniers pendant 3 ans. Je leur apprenais toute la fabrication d'un film, de l'écriture à la post-production. Thierry de la Ville-Jégu. Ça y est, Albéric. à la retraite Thierry. Directeur à la Fondation Jérôme Lejeune. Ça consiste en quoi la Fondation Jérôme Lejeune? Commençons par la retraite. Je ne sais toujours pas en quoi ça consiste, Oui. tant il y a de choses passionnantes à faire. Début janvier. Alors voilà, donc début janvier, j'ai abandonné, c'est un abandon de poste, la direction générale de la Fondation Jérôme Lejeune, que j'ai laissé, je pense, dans les mains de quelqu'un d'extrêmement capable. Et la Fondation Jérôme Lejeune, c'est une fondation qui est consacrée aux personnes déficientes intellectuelles et très particulièrement à la trisomie 21, sous 3 aspects principaux. Bien entendu, la recherche scientifique, pour être un jour capable de donner une réponse thérapeutique aux personnes qui souffrent d'une déficience intellectuelle, mais également une mission médicale, de consultation, de suivi médical, puisque l'Institut Jérôme Lejeune reçoit plus de 12 000 patients qui sont atteints par une déficience intellectuelle, pour l'essentiel, 80%, la trisomie 21, mais il y a 250 syndromes qui sont suivis chez nous. Et puis, bien entendu, la 3e mission, c'est la plaidoirie en faveur des personnes vulnérables, qui est là aussi quelque chose d'important, notamment dans le cadre intégratif dont on parlera tout à l'heure. Alors, nous sommes dans un contexte absolument extraordinaire. Si les sièges étaient rouges, je serais Michel Drucker. Parce que, regardez-moi ça, ce décor, il est magnifique. Nous sommes en fait cette année à Sorbonne Nouvelle et nous sommes dans la bibliothèque de Sorbonne Nouvelle. Alors bien évidemment, un immense merci à la Sorbonne de nous accueillir gracieusement et généreusement parce qu'ils reconnaissent l'intérêt d'aborder toutes les questions que nous allons effectivement aborder. Et comme premier sujet de notre première émission, il s'agit de la phobie scolaire, le refus d'être finalement scolarisé. Alors vous allez me dire, oh là là, Albéric, il y a déjà eu la phobie scolaire à la première saison parce que bien évidemment, vous êtes très fidèle. Ça, c'est évident. Et vous connaissez par cœur tous les sujets de Débat court. Bien, en fait, nous revenons là-dessus parce que nous allons l'aborder avec, je dirais, un regard nouveau,
différent de celui d'il y a 2 ans. Pourquoi? Parce que moi j'ai quand même pas mal de questions. Est-ce qu'il s'agit d'abord d'un vrai traumatisme, un traumatisme ou tout simplement une mode? C'est à la mode de parler finalement de phobie scolaire, une mode de plainte qui envahit finalement par, je dirais, militantisme le milieu scolaire, où des parents sont en train de prendre le dessus sur l'ensemble des professeurs. Donc est-ce qu'on est dans un sujet de conflit très sérieux? Il semblerait que oui, en tout cas dans le cadre du primaire et même du collège. Alors, est-ce que, autre question, ce sont des situations monoparentales qui finalement dégénèrent dans la surprotection de l'enfant et qui finalement voient une phobie où il n'y en a pas? Est-ce que c'est un refus de la frustration, de la contrainte et du coup on n'accepte plus ce qui est contrainte ou frustration ou effort au cœur de l'école et à ce moment-là on dit je ne veux plus aller parce que c'est trop méchant là-bas, on me demande de travailler, mon Dieu. Les règnes de l'enfant roi, le tyran ou plutôt une réalité? Alors, si on parle de réalité, effectivement, on va revenir sur tout ce qui couvre actuellement l'éducation, tout ce qui tourne autour de l'actualité sur le domaine de l'éducation, sachant que nous ne parlons pas beaucoup de l'éducation préventive, mais plutôt de l'éducation réparatrice, en général dans les cas des faits divers. Alors d'abord une réalité sociale des temps modernes, où se développe l'insécurité, ou encore la cruauté des enfants qui dépassent les limites de la cour de récréation, de la classe, de l'école, avec notamment comme support, comme arme redoutable, les réseaux sociaux. Et donc Internet? Est-ce que c'est le harcèlement, un monde sans protection, en raison d'un effectif beaucoup trop large, avec très peu de personnes qui peuvent sécuriser tout le monde? Est-ce que c'est aussi la perte de l'intérêt pour les études, où l'enfant gavé d'informations futiles qui ne s'ouvre plus à l'aventure finalement de la formation, des connaissances, à l'ouverture intellectuelle et du raisonnement? Ou encore la dévalorisation de la langue par le verlan, par l'anglais, par l'écriture inclusive, ou encore par les quelques syllabes ou mots phonétiques écrits sur les SMS. Vous voyez, je vous déferle tout ça comme un véritable ouragan, mais c'est exactement tout cela que l'on entend en permanence et comme une machine à laver qui est en train de faire de l'essorage. Encore, est-ce qu'on est vraiment dans la période de l'essorage? Allez le savoir, mais en tout cas, ça passe et ça repasse. Alors, que doit-on faire ? Qui est responsable et surtout, y a-t-il une solution pour finalement court-circuiter tout cela? Qui se lance? Je vais m'y mettre du coup. En vrai, je ne suis pas forcément d'accord avec le prisme par lequel vous prenez les choses. Ça veut dire que dans un sens, je pense qu'au contraire, c'est cet attachement un peu conservateur à la langue qui fait que les plus jeunes se détachent de plus en plus de l'éducation. Je développe un tout petit peu. Quand on voit par exemple les US, les États-Unis, même si ce n'est pas forcément un très bon exemple en termes d'éducation, mais on voit que vu la taille migratoire, par exemple, mexicaine, ils ont intégré l'espagnol dans leur éducation pas comme une option, mais qui est très présente dans l'éducation américaine. Et il y a plein de personnes qui ne sont pas d'origine espagnole, qui parlent espagnol, qui parlent espagnol aux US. Et on voit qu'il y a une sorte de déni de civilisation en France, où on a une image qui est un peu biaisée, qui est un peu figée dans le temps de la France, où en fait, on refuse un peu l'anglais, en refusant aussi l'arabe comme option, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une grande communauté arabe en France aussi. Et du coup, ça fait que déjà, on perd une partie de cette jeunesse qui ne se sent pas représentée dans cette éducation. Je ne parle pas d'en faire des langues principales ou des langues obligatoires, mais je parle de renforcer un peu ce côté où là, je vois des ingénieurs, je travaille beaucoup avec la tech comme consultant aussi, et dans les nouvelles technologies, on voit bien beaucoup d'ingénieurs qui commencent à apprendre l'anglais à 40 ans, qui commencent aussi à apprendre l'arabe pour viser des marchés dans le Golfe arabe et tout. À l'âge de 40 ans, de 50 ans, c'est beaucoup plus difficile. Et on voit que les petits ne sont pas qu'en. Ça veut dire que dans un sens, ils voient que l'éducation ne leur donne pas tous les outils
dont La ils ont phobie besoin. scolaire va donc engendrer, selon vous, Tarek, tout simplement parce que les gens ne se sentent pas reconnus et ils ne sont pas dans un étalage commercial suffisamment répondant à leurs besoins. En fait, il y a quand même quelque chose d'un peu troublant. On est en France, on a une langue qui, depuis déjà plusieurs siècles, est même utilisée sur le plan philosophique. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde dans l'histoire de l'Église catholique à Rome, et quand on regarde l'histoire aussi juridique et de droit, la magistrature, sur le plan philosophique comme sur le plan de magistrature, on choisit le français parce que la langue en tant que telle est absolument magnifique. Donc, est-ce que c'est ça qui engendre aujourd'hui la phobie scolaire et qu'il faudrait plutôt parler la langue de nos ancêtres ou du pays d'où on vient? Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non. Moi, ce que je veux dire, c'est que la langue française, c'est une langue que j'adore. C'est ma langue de cœur. Moi, je ne suis pas né en France. Oui. Mais j'ai choisi le français comme langue de cœur. Mes films sont écrits en français. D'accord. C'est une langue que j'aime beaucoup et que la philosophie française, c'est quelque chose qui me parle énormément et où je m'identifie plus que dans d'autres civilisations. Mais ça, c'est un choix personnel. Après, concrètement, un enfant, quand il voit ses parents obligés d'apprendre d'autres langues pour faire tout leur boulot à un certain âge, il se dit quelque part que l'éducation ne lui donne pas forcément tous les outils dont on a besoin. Quand on fait quelque chose dans la vie, on le fait pour répondre à un besoin. Et les enfants, ils sont moins bêtes qu'on le pense. Et s'ils voient que l'éducation ne répond pas à un vrai besoin... D'accord. Donc là, vous avez pris, c'était l'histoire de la langue comme une illustration. Mais en fait, voilà. le cœur du propos problème... besoin, oui. Voilà. Le point du besoin me semble effectivement un petit peu plus ajusté. Et quand on parle de phobie scolaire, il ne faut pas non plus s'interdire de parler en simultané, si je puis dire, de la défection du métier d'enseignant chez les jeunes. Il y a un manque de recrutement d'enseignants considérable. Ce qui fait que il y a une phobie à enseigner et une phobie scolaire. Bon, donc il y a deux phénomènes qui nous interrogent en fin de compte sur quoi ? Sur la finalité même de l'éducation nationale telle qu'elle est pratiquée en France. Sur la difficulté de trouver, je dirais, du sens, une image, une ambition, un projet. Et quand il n'y a pas ce sens politique, ce caractère métapolitique, effectivement, il y a une inquiétude, un doute, une crainte. Crainte de la part des jeunes à ne pas, effectivement, avoir demain les moyens, par l'éducation, de pouvoir développer leur vie, acquérir un métier, nourrir leur famille, et de la part des enseignants, une perte totale de repères. Donc, manque finalement évident d'une étude de chalandise, de façon à ce qu'on puisse répondre intelligemment aujourd'hui aux besoins de l'enfant, qui, de toute façon, son village aujourd'hui, c'est la France, et il va être de toute façon appelé à un moment donné à sortir à l'étranger, comme il y a 100 ans, on sortait de notre village pour rejoindre la ville. Deuxième point, c'est une certaine insécurité entre finalement une peur du prof et une peur de l'élève, donc un terrain qui n'est pas forcément attractif, tout à fait porteur à la paix. Ce qui est dingue, ça veut dire que l'école fait peur à tout le monde. Oui. Sophie ? Oui, alors je suis en partie d'accord avec vos propos, mais je crois que lorsqu'on parle de phobie scolaire, et vous avez notamment parlé de primaire, même de maternelle, je pense qu'on est sur des problématiques qui sont très anciennes finalement, à savoir que les enfants sont cruels entre eux. Et ce qui change fondamentalement la donne, vous l'avez évoqué, ce sont les réseaux sociaux qui accentuent ce phénomène de manière absolument désastreuse. C'est-à-dire que ce qui existait à notre époque, où un enfant se faisait un peu chahuter entre quatre yeux avec 2-3 autres élèves d'un établissement, prend des proportions autres justement aujourd'hui, parce que c'est filmé, parce qu'ensuite c'est envoyé sur Instagram, sur les réseaux, etc. Et ça crée un profond traumatisme chez ces enfants-là. Après, vous parliez de phénomène de mode à un moment donné. Oui. Albéric. Est-ce que le parent... Alors, je suis très méchant, mais je vais être caricatural. Mais est-ce que le parent Y, contestataire, cette génération de parents, interprète beaucoup de choses? Voilà. Alors, j'irai peut-être pas sur un phénomène de mode, mais vous avez tous remarqué qu'aujourd'hui, on est obligé de donner un nom aux choses. Donc, aujourd'hui, on appelle ça la phobie scolaire.
on n'avait pas ce nom-là il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y Oui, a, comme il y a les 40 dyspraxiques, ans. les dyslexiques, les Exactement. enfants C'est juste un Donc, gamin qui n'aimait pas l'école avant, quoi. Voilà. Il faut nommer une case. Et je crois que ça fait tomber finalement dans une forme de facilité. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on dit, ou même un enfant peut dire « je souffre de phobie scolaire ». Alors qu'en fait, j'ai pas Sans envie d'aller à savoir- l'école, quoi. Voilà. Oui, Je alors, pense qu'il y a un peu ce travers, parfois. je trouve que c'est beaucoup accabler les jeunes. Bon, parce qu'après tout, est-ce qu'ils sont effectivement responsables de ce phénomène, même si c'est un micro-phénomène? Parce que vous avez raison, il faut également garder raison. Et qui ça touche? Bon, mais ça, je n'en sais pas, j'ai pas la réponse. Mais en revanche, il y a une chose qui est assez manifeste et dont souffrent beaucoup, je pense, les jeunes et les parents, c'est en fin de compte cette notion d'échec scolaire. Et l'échec scolaire peut être en fin de compte la mère de la phobie de l'école. Et l'échec scolaire, effectivement, il est apparent, il est criant partout, et il y a, je dirais, aujourd'hui, un manque de reconnaissance de la valeur de ce qui est enseigné. Yann, Alors, comment je on pense dé- que voilà, comment il on faut faire définit l'échec attention scolaire au phénomène d'échec scolaire. Moi, je pense qu'il y a un échec de l'éducation nationale avant d'avoir un échec scolaire. C'est-à-dire que, en fait, l'école qui était là pour transmettre des connaissances, etc., on lui a augmenté ses missions de façon extrêmement importante. Maintenant, on nous explique qu'on doit faire de l'éducation, on doit faire de ceci, on doit faire de cela. Et je crois que vous parliez tout à l'heure des enseignants et du désamour des jeunes vis-à-vis des fonctions enseignantes. Je crois que c'est cette avalanche de choses qu'on leur met sur les épaules avec des contraintes administratives absolument hallucinant. terrifiantes qui font qu'il va falloir remplir les bulletins, mais il va falloir remplir le livret de compétences, il va falloir remplir le machin, le truc. Et du coup, je pense qu'il y a un moment où il y a un ras-le-bol de la part des enseignants et qui disent bon bah ok, je vais aller faire autre chose. En plus, l'éducation nationale va pas me payer, donc je ne perdrai pas grand-chose. Si on fait des heures supplémentaires, non, peut-être ça 500 euros. Ça, hein. Oui, mais- tout le monde sait très bien que cette histoire-là, c'est du flan. Et donc, on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais moi, je crois que la phobie scolaire, elle vient d'abord du fait que plus personne ne sait à quoi sert l'école. Et si on retrouvait le sens véritable de ce qu'est l'école, eh bien, on s'apercevrait que nos enfants n'ont plus du tout de phobie scolaire. Moi, j'ai eu le cas d'une gamine qui avait une phobie scolaire. Effectivement, elle n'arrivait pas physiquement à rentrer dans l'établissement. Ça, c'était absolument évident. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle avait cette phobie scolaire? Parce qu'elle ne comprenait pas du tout à quoi pouvait servir le fait qu'elle soit 6 heures par jour dans un établissement scolaire, alors qu'elle venait de passer 5 mois en vacances pour cause de confinement. Donc, effectivement, ça a été une vraie catastrophe pour ce genre de gamin. On a des réformes avec des gouvernements qui se succèdent. Chaque ministre de l'Éducation nationale souhaite finalement tout simplement renouveler régulièrement le programme. En fait, quand on dit renouveler, il y a beaucoup d'élagages, des élagages même absolument hallucinants. Le pauvre Bonaparte et Napoléon, il ne sait plus qui il est. Hein. Et je ne sais plus qui peut dire qui il est d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'il est un tyran ou pas? Est-ce qu'il est une honte ou l'innovation ou la réponse à la Révolution? On ne sait plus, parce qu'il y a même des moments où on n'en parle plus. Là, c'est un simple exemple de l'histoire. Donc, un professeur qui va avoir pas mal de réformes au bout de 3 ou 4 ans, on l'a déjà dit plusieurs fois, va se retrouver formé, s'il a la chance d'être formé, donc absent dans les classes. Donc, l'élève n'a plus de cours, ce qui d'ailleurs ne va pas motiver l'enfant. Et il y a un goût au loisir qui va se mettre en place. Une chose aussi que, en tout cas moi comme philosophe, je trouve qu'il est absolument essentiel que l'on reprenne conscience que l'école ne se construit pas par une idéologie qui doit être mise en place. Ça, on va y revenir, mais plutôt à la réponse aux besoins et même à la réponse à la personne. Et nous avons finalement engendré depuis des décennies, à mon sens, cette phobie scolaire parce qu'elle n'est pas incarnée avec l'histoire et le talent de l'enfant. Quand nous avions un enseignement lié avec l'artisanat,
pendant des siècles et que l'on s'est prétendu être beaucoup plus à la pointe de la transmission et de la formation et du savoir au XIXe siècle, en séparant l'artisanat du raisonnement, eh bien, nous avons entraîné un gouffre dans lequel aujourd'hui, l'artisanat, qui est la source même de la recherche de la connaissance, eh ben, s'avère et se révèle finalement être l'ennemi de celui qui veut réussir scolairement. C'est-à-dire, si tu vas en lycée professionnel, ça veut dire que tu es nul. Alors qu'en fait, c'était tout à fait l'opposé. Lorsque l'on voit comment nous avons conçu tant de bâtiments, des cathédrales et toute la beauté. Je crois qu'il y a une chose intéressante de ce point de vue-là, c'est de voir la réorientation d'un certain nombre de nos élèves, de nos anciens élèves. On voit des élèves qui ont fait 3 années, 4 années de droit, Sciences Po et machin et trucs, et qui se retrouvent couvreurs, qui se retrouvent bouchers, qui se retrouvent... parce qu'ils ont, à un moment donné, vraiment envie de retrouver le sens de la réalité. Et je ne suis pas sûr que ça soit forcément une bonne nouvelle, parce que je pense que ces gens-là auraient fait d'excellents profs qui vont nous manquer. Exactement. Et ce que vous disiez tout à l'heure me paraît tout à fait important. On ne va pas pouvoir échapper à la phobie scolaire si on ne retrouve pas d'abord un sens à l'enseignement. Et je crois que là, il y a vraiment quelque chose à développer. Je rajouterais également, si je puis dire, dans ce malaise de l'enseignement et de l'acceptation de l'enseignement par l'enfant, le jeune, c'est en fin de compte la rupture également générationnelle. Bon. Le monde bouge à toute vitesse, des métiers nouveaux apparaissent, des besoins, des désirs, qui sont en fin de compte souvent assez loin de la réalité des parents eux-mêmes. Donc, il me semble que la phobie scolaire et la difficulté, je dirais aujourd'hui, de transmettre un enseignement vient aussi de cette rupture générationnelle. Entre parents et enfants, il n'y a pas forcément un accord. Entre parents et enfants, il n'y a pas forcément une compréhension commune. Et le parent n'est peut-être pas, je dirais, bien ajusté, bien disposé, bien formé pour faire comprendre à son propre enfant la nouvelle réalité et l'aider à l'épouser, cette nouvelle réalité, en termes effectivement d'enseignement notamment. Et donc viennent s'ajouter à tout ce qu'on a pu dire précédemment, moi, me semble-t-il, cette composante de rupture, en fin de compte, générationnelle au sein de la même famille. Et ça ne favorise pas, évidemment, une unité de vue, et ça ne favorise pas une sorte de sécurité, de tranquillité de la part d'un jeune. Parce qu'un jeune a besoin, pour se lancer dans un domaine, dans un champ éducatif, d'enseignement, dans le choix d'un métier, il a besoin d'une certaine forme de sécurité. Et cette sécurité, aujourd'hui, elle a fait place à une totale insécurité. Donc voilà, je pense que toutes ces composantes ne vont pas dans le bon sens, c'est évident, que... il y a une responsabilité métapolitique qui est vraiment lourde, parce que c'est à elle de diriger, si je puis dire, l'enseignement, l'éducation nationale, dans les intérêts que seront ceux de la France, de l'Europe et du monde dans les années à venir, de pouvoir favoriser des ingénieurs, des formations d'ingénieurs. On voit très bien qu'aujourd'hui, ce développement vert de l'industrie verte manque cruellement d'ingénieurs, bon, parce que simplement nos politiques, nos gouvernants n'ont pas su depuis des dizaines d'années anticiper tous ces mouvements. Donc on se trouve avec des jeunes qui ne savent pas où chercher les métiers à venir. Il y a aussi, là je voudrais revenir avec Sophie, il y a quand même cette détresse de l'enfant, et notamment quand on dépasse effectivement la cour de récréation, la classe, etc. Il y a une insécurité. Et cette insécurité est quand même à l'origine de cette phobie, parce que, certes, on a nos réflexions un peu intellectuelles, etc. Mais si nous revenons dans l'esprit de l'enfant, qui finalement va partager son émotion, elle est beaucoup plus réduite et finalement tristement pas intellectuelle.
nous allons avoir, et nous avons compté, je me souviens très bien avec Xavier Lemoine à la saison 2, qui nous disait certains élèves étaient considérés comme des bouffons, parce qu'ils réussissaient, et donc allant aujourd'hui dans une autre école un peu protégée, il peut enfin se développer et se révéler. Et l'autre qui ne travaillait surtout pas de peur d'être un bouffon, parce qu'il est trop bon, pour être toujours accepté dans son groupe, finalement, ne travaillait pas. Aujourd'hui, on n'est plus là. Moi, je suis témoin depuis 2-3 ans, en tant que chef d'établissement, je vois l'état quart-monde intellectuel de nos jeunes générations. Quand vous allez, comme les Pépites d'or, là, le film Les Pépites, voir dans un pays étranger sortir des enfants des décharges publiques, les amener dans une petite pièce, ils sont tous entassés et finalement ils vont fonder, créer et puis après se porter tous ensemble de génération en génération dans une école, ils ont tous envie d'aller à l'école. Aujourd'hui, il n'y a pas que la phobie scolaire qui fait que les enfants ne vont pas à l'école. Et ça, on va en reparler. Mais c'est une réalité. Moi, je me suis retrouvé avec des enfants qui n'avaient absolument pas envie d'aller à l'école pour 2 raisons. Parce qu'ils en avaient peur, parce que ça les ennuyait, enfin, parce qu'ils avaient peur et que ça les ennuyait. Et la deuxième, parce que, en fait, ils n'en voyaient absolument pas l'intérêt. Ils pouvaient très bien apprendre autrement. Et finalement, au bout de, 2-3 jours, l'ambiance, le relationnel entre le prof et l'enfant, exactement comme sur le plan philosophique et de l'Antiquité, nous avons le maître et le disciple. Le maître qui est au service de ce disciple, qui sera pour lui sa gloire à partir du moment où le disciple ne dira pas ce que dit le maître, mais que le maître a été dépassé par son disciple. C'est ça, la gloire du maître. Donc comment, vous voyez, dans cette relation et dans l'émotion, comment on peut répondre aussi à cela? Il peut y avoir un sentiment d'insécurité et de souffrance. Mais est-ce que cette émotion, on s'y arrête, on y répond en disant « je te protège » ou alors on y va? Alors, on est dans l'échange. Quand on enseigne, on est dans l'échange. Oui. Peut-être qu'on est trop dans le transmissif encore. Peut-être qu'on est trop je détiens le savoir, vous m'écoutez, et voilà. C'est vertical. Voilà, on est peut-être encore. Hein. Je n'en mettrai pas ma main à couper. Donc ça, c'est essentiel, cet échange-là. Après, on parlait d'insécurité et de sens. Il y a une chose aussi qui n'existait pas avant, c'est Parcoursup. Alors ça, oui, pour on va en parler. Pour pouvoir avoir envie d'aller à l'école, d'apprendre des choses. Alors, certes, les métiers techniques sont trop dévalorisés ou sous-valorisés dans notre pays, on est bien d'accord. Mais pour pouvoir avoir envie de faire un métier, il faut savoir d'emblée qu'on va avoir la possibilité d'accéder à un parcours. Et si c'est le hasard numérique qui en décide? Ça, je crois que depuis que Parcoursup existe, ça a fait beaucoup de mal aux jeunes qui, quel que soit leur niveau, leur âge, sont très inquiets par rapport à ça. Moi, je côtoie des étudiantes, des jeunes qui ont une vingtaine d'années, qui sont confrontés aujourd'hui au problème de Mastersup et qui sont prêts à décrocher. Ils en ont marre, ils en ont ras-le-bol. Parce qu'ils se disent, mais finalement, j'avais envie de rentrer dans la magistrature pour faire tel ou tel métier, je suis même pas sûre de pouvoir y accéder. Alors, soit ils décrochent, soit effectivement, il y a un retour vers l'authenticité où on assiste à des reconversions totalement folles et fabuleuses de mon point de vue, où après l'ENS, on va dire, je lâche tout et je vais faire de l'ébénisterie. Pourquoi pas? Mais est-ce qu'il l'aurait fait il y a 30 ans? Voilà. Tarak, il y avait comment, une réaction par rapport à tout ce que je racontais là? En vrai, moi, je pense que déjà, le problème de la verticalité dans nos modes de pensée, dans notre façon de concevoir l'éducation, autant c'était efficace à une époque où on avait besoin d'instruire tout un peuple très vite dans les après-guerres, dans des pays post-coloniaux, c'était le système partout dans le monde. Autant maintenant, avec le confort de vie que les enfants ont, leur libre arbitre assumé, leur liberté individuelle, on respecte un peu plus l'individualité des enfants. Je pense que le terrain n'est plus propice à une éducation verticale, au sens propre du terme, c'est-à-dire
le prof. Dans tous les cas. Hmm? C'est très dangereux dans tous les cas. Ouais, voilà, il faut repenser. J'ai pas forcément de solution en tête, mais il y a des pays qui font pas mal d'initiatives, comme les pays nordiques, etc. Et je pense qu'il faut voir ailleurs ce qui se fait ailleurs. L'enfant va pas apprendre par lui-même. Il faut arrêter. Ça, c'est de la démago et, non, et de la connerie. Moi, j'en ai été une victime. Je suis né en 70. J'ai eu le droit aux maths modernes, à la méthode globale. Enfin, il faut voir. Je suis dysorthographique. Il faut essayer d'autres méthodes aussi. Oui, certes. Ça veut dire que c'est pas parce que ces méthodes-là n'ont pas marché qu'il n'y a pas une bonne. Mais ça à part, moi, ce qui m'a plus interpellé, c'est le fait qu'en vrai, il y a aussi un aspect qu'on oublie souvent. C'est qu'avant, l'éducation, c'était un vrai ascenseur social. C'était un moyen de réussite sociale. Quand tu descendais dans ton quartier, le mec qui a la meilleure voiture, c'est le mec qui a fait les meilleures études. Le mec qui a la plus grande villa, c'est le mec qui a fait les meilleures études. Maintenant, c'est celui qui trafique bien. Maintenant, déjà, les héritages deviennent de plus en plus... les héritages deviennent de plus en plus... Il y a vraiment une inflation des héritages. Ça veut dire que les écarts de fortune sont de plus en plus importants. Oui. Les métiers qui sont très importants sont très mal payés. Un enseignant, c'est très mal payé. Dévalorisé. Ouais. Dénaturé complètement. Maintenant, un ingénieur, c'est moins attrayant qu'un manager qui va le manager. Mais parce que le travail, la valeur du travail est ce qu'il rapporte. Mais en fin de compte, qui crée la plus-value? C'est l'ingénieur. Ouais. Mais je ne dis pas qu'il doit être mieux payé que le manager. Mais parfois, c'est des zéros, les différences de salaire. Et du coup, là, on voit que les gens, en fait, ils se disent, comme disent les Anglais, genre... fake it till you make it, genre faire semblant, faire du vice, avoir des contacts, faire du réseautage, essayer d'un peu tricher dans l'ascension sociale, c'est plus efficace que faire des études, avoir un bon salaire. Et il y a aussi d'autres chiffres qui font peur, parce que ça, on parle plus de la perception des enfants, mais des parents, de l'éducation même. Oui. C'est que par exemple, il y a un chiffre, j'ai oublié le chiffre exact, mais il est dans le sens où 4 sur 6 enfants, plus ou moins, 4 sur 6 étudiants qui font les grandes écoles sont des enfants de personnes qui ont fait les grandes écoles. Et là, on se dit qu'il y a un vrai problème d'ascension. Ça veut dire que je ne pense pas que les mecs ou les meufs qui sont nés en banlieue soient moins intelligents que les personnes qui sont nées dans les beaux quartiers. Mais il y a un problème d'ascension sociale. Et quand je vois les récits des personnes, les témoignages des personnes qui ont grandi en banlieue, même ceux qui ont réussi leur ascension sociale. Je parle de grands cadres supérieurs, des artistes hyper bien payés, hyper cotés et tout. Quand ils me racontent leur réunion avec leur conseiller d'orientation, alors qu'ils étaient premiers ou deuxièmes de la classe, ils voulaient les envoyer en parcours pro. Et on sait c'est quoi les débouchés d'un parcours pro, malheureusement. On comprend pourquoi un enfant qui a grandi en écoutant ces histoires-là n'est pas forcément intéressé par le système éducatif en soi. Il y a une réaction? Oui, mais je pense qu'effectivement, il y a une vraie problématique d'ascension sociale par l'école. Ça, je crois qu'il y a un nivellement par le bas qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui décrochent avec le système scolaire parce que finalement, ils se disent que c'est pas du tout le moyen d'apprendre des choses, de découvrir des choses intéressantes, etc. Et donc, il est absolument certain qu'ils vont chercher leur ascension sociale dans les réseaux sociaux, dans le virtuel, dans des choses comme ça. Et ça ne présente pratiquement aucun intérêt pour eux d'être 6 heures par jour sur une chaise de classe où finalement, ils n'apprendront pas plus que sur Google. Donc, on a quand même une phobie scolaire et une impression de perte de temps. Ah oui, ça c'est... De perte de temps, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons court-circuité le besoin de l'enfant. Moi, j'ai installé des écoles en banlieue. Bon, il est hors de question de faire du social ou de permettre à des gens du quartier, enfin, de se révéler. C'est un devoir de leur part de se révéler. C'est très différent. C'est pas une chance que je leur donne. C'est une exigence citoyenne que je leur demande. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas question que je tolère que leur niveau sera acceptable pour qu'ils aient leur chance.
Alors que quand on regarde le programme de l'éducation nationale, il faut que tout le monde ait un niveau acceptable. Et pour qu'il n'y ait pas d'humiliation, il n'y a plus de notes. Pour qu'il n'y ait pas d'humiliation et qu'on arrive à se situer, on fait des compétences et on signe des acquis non acquis sur des compétences généralistes qui ne respectent aucun élève. Parce qu'on ne met pas un élève dans un truc global. C'est pas vrai. Un élève est prodigieux, c'est un trésor, il est unique. Et donc, on a cru de bonne foi faire quelque chose qui rendait service à des enfants. Moi, j'ai des enfants qui ont vraiment eu du mal à travailler, hein, des Mohamed, des Rachid, des Paolo, des Mathieu. Mais tout ce petit monde-là, puis il y a des filles aussi, hein, mais tout ce petit monde-là, eh bien, ils nous remerciaient en raison de l'exigence. Moi, j'ai beaucoup aimé ce reportage l'année dernière sur Henri IV, qui laissait entrer toute une classe de tous les meilleurs des établissements scolaires de banlieue et du 9-3, etc. Et il y avait une exigence. La première chose, en sortant d'une semaine de Henri IV, la première chose que les élèves disaient, on nous a menti. Le français, on n'a pas 17, on a 6. Les maths, on n'a pas 18, on a 5. On nous a menti. Et j'avais une émission l'année dernière qui était très intéressante avec une personne qui, dans le sud de la France, a monté une association pour sauver des pauvres élèves qui sont en prépa et qui font tout simplement, ils revoient toute leur grammaire de CM1, CM2, etc. Parce qu'autrement, ils ne pourront pas passer leur école d'ingénieur. Et on s'entête à vouloir décrocher des diplômes, mais ce n'est pas ça le problème. C'est d'avoir un niveau culturel qui nous permette de transmettre d'où on vient et de le rendre compréhensible et accessible et du coup d'enrichir la population. Je crois que c'est très juste. C'est la personne humaine qui enrichit, c'est pas l'idéologie. Je crois que c'est très juste, effectivement. Il y a, je prends des termes un peu différents, mais il y a effectivement une vraie crise d'autorité. Parce que transmettre un enseignement, transmettre un savoir, ça peut pas se faire, je dirais, de manière dilettante. Il faut effectivement un cadre, une autorité, une exigence. Autrement, eh bien, chacun fait sa recette et on a des gâteaux plus ou moins cuits, plus ou moins bons. C'est le tronc que a proposé pendant fort longtemps notre éducation nationale, c'est effectivement un bon niveau, je dirais, de transmission dans un certain nombre de champs. Bon. Et ça a fonctionné pendant longtemps. Bon. Oui, et puis, il y avait c'est-à-dire qu'on tombait le niveau, mais finalement, le niveau était décelé par une évaluation, et c'est là où c'est dangereux. C'est-à-dire que l'enfant doit impérativement comprendre qu'il a compris. Je vous donne un exemple très rapide. Un enfant vous récite une poésie. Bon, c'est nul. Il l'a mal apprise, etc. Ok, bon, il faut absolument des notes parce qu'on a besoin d'un repère. Bon, ouais, t'as 6 sur 20. Voilà. Maintenant, tu vas apprendre ta poésie. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ta note. Ce qui m'intéresse, c'est que toute cette magie de ces mots qui se succèdent et qui ont créé une phrase et qui ont déterminé, défini, décrit quelque chose, une réalité qui déclenche mon émotion, la beauté de cette langue doit rentrer dans ton cerveau. Et donc, c'est ça que je veux chez toi. Alors, les gens disent, il faut plus noter. Non, la note est un repère dynamique pour pouvoir motiver l'enfant, mais pas le détruire. Non, mais bien entendu, une note, c'est pas une sanction au sens brimant du terme. Voilà. Mais effectivement, cette notion d'exigence qu'on fait passer pour une échelle de critères d'évaluation, qui mue par un seul et unique objet, c'est de faire grandir le jeune, de l'élever, pour que, effectivement, à la suite de ce qu'on lui a transmis, eh bien, il se sente lui-même en plénitude, capable de prendre la vie à bras-le-corps, capable de se construire, de construire quelque chose. Et c'est ce phénomène dynamique qu'il faut effectivement trouver dans l'éducation nationale et qu'on ne trouve pas dans l'éducation aujourd'hui nationale. Pour désamorcer la phobie scolaire, dans ces cas-là, selon moi, je vais vous laisser réagir, mais je pense qu'il faut reconnaître l'enfant. Et il faut l'aimer. Pour reconnaître l'enfant, il faut libérer les méthodes. Oui. Il faut arrêter de considérer qu'on va faire toujours la même chose avec tout le monde. Exactement. On n'apprend pas à un éléphant de monter un arbre. Je crois que ça, tant qu'on ne va pas sortir de ça, on ne va pas y arriver. Et je crois que
c'est important d'avoir des diplômes nationaux, ça me paraît intéressant, mais que vous arriviez au bac avec les méthodes Steiner, les méthodes Montessori, les méthodes ceci, les méthodes cela, on s'en fiche. C'est aux parents de décider qu'ils vont confier plutôt leurs enfants à telle ou telle méthode, mais c'est pas à l'État de s'occuper de ça. Est-ce que le ministre a raison, donc, du coup, de faire un petit reproche à l'éducation nationale et particulièrement aux établissements sous contrat diocésains de ne pas être suffisamment pluriel? Mais non, il a parfaitement tort. Parce que ce qui est intéressant justement dans les établissements privés, c'est cette capacité qu'ils ont à développer des méthodes qui soient un peu différentes. C'est pas, ça reste quand même relativement peu différent. Hein. Ne nous emballons pas là-dessus. Oui, parce qu'il y a une pression. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que des parents cherchent toujours le meilleur pour leurs enfants. Donc, offrons-leur un panel important et on va s'apercevoir qu'ils vont choisir le truc qui va effectivement correspondre à leur gamin. Tarek, est-ce que ça rejoint un petit peu votre réflexion introductive? Complètement. Pendant le confinement, par exemple, j'ai travaillé dans une école à Medan qui s'appelle La Source. Et j'étais impressionné par leur méthode d'enseignement. Ils ont une méthode très positive. Ils sont incroyables. Qui laisse beaucoup de liberté aux enfants et tout. Franchement, c'est hallucinant. Et par exemple, quand j'ai travaillé en prison, la phobie scolaire serait un euphémisme, quoi. J'avais des 12 ans, hein, j'avais des 11 ans même, jusqu'à 18 ans dans les pénitenciers pour mineurs. Et en fait, ce que j'avais remarqué, par exemple, c'est que, en fait, au début, j'arrivais pas à m'y retrouver. Je suis plus quelqu'un de la théorie, je viens plus du scénario, je viens plus de l'écrit. J'avais du mal à me connecter avec eux. Et j'ai un ami qui avait fait un doctorat en pédagogie et tout. Il m'a parlé des intelligences plurielles. Il m'a dit, vas-y, essaye ça et ça. Et du coup, j'ai commencé à prendre le cours en soi comme une scène. Ça veut dire que je suis plus moi-même, je joue un personnage, ça devient plus personnel. Et je rentre, je leur fais mon petit show, tu vois, je leur fais un peu la magie du cinéma. En plus, j'avais un truc qui peut capter, tu vois, j'avais une caméra, du coup, et une station de montage, du coup, je pouvais faire un peu de magie. Je leur faisais la magie. Et le scénario, on l'écrivait en faisant de la pratique, parce que c'est des personnes qui ont un vécu assez dur, qui sont plus de la rue, qui ont plus une intelligence pragmatique, qui sont très intelligents, mais une intelligence pragmatique, ça veut dire des mots, des chiffres abstraits, ça leur parle pas. Et du coup, là, j'ai capté vraiment l'attention. Après, j'ai repris cette même... pendant les 2 années et demie d'après, j'ai repris cette même méthode pour toutes mes classes. Et ça marchait dans toutes mes classes. Mais au début, quand j'étais dans la théorie, ça marchait pas avec eux. Et je pensais que c'était... Comme toute personne, je me dis c'est un peu de moi, mais c'est un peu de l'élève aussi, tu vois. J'avais un peu j'étais assez mitigé. Mais après, quand j'ai vraiment mon ami, je l'appelais tous les jours pour lui demander conseil dès que j'ai un blocage. Du coup, je l'ai fait un peu comme un conseiller. Et lui, il enseigne depuis. Il enseignait des malvoyants, du coup, pas forcément des profils typiques non plus. Et du coup, il avait ses propres méthodes et tout, et je les appliquais un peu en les adaptant, et ça a marché. En fait, il faut savoir s'adapter à l'intelligence de la personne qui est en face, qui n'est pas forcément la tienne, mais toi, tu es là pour faire ton boulot. Individualité. Voilà. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait des trisomiques, là, vous parliez des trisomiques, et moi, j'ai créé une classe pour des enfants trisomiques dans un établissement scolaire, et l'inspectrice qui est venue visiter l'établissement m'a fait le reproche que sur un élève de 8 ans, trisomique, elle me dit, vous comprenez, c'est inadmissible, il n'a pas de projet scolaire. Je l'ai regardé, je dis, mais vous savez, j'ai des élèves qui ont 18 ans, 19 ans, qui sont en terminale et qui n'ont pas de projet scolaire non plus. Hein. Donc on va s'arrêter tout de suite. Mais c'est totalement hallucinant. On veut plaquer sur des enfants qui ont des besoins particuliers, des choses qui sont extrêmement généralistes et dont tout le monde se fout. Alors, non, c'est très rassurant de comprendre à travers les propos qu'il y a une vraie soif de connaissance, même s'il y a une phobie scolaire. Voilà. Bon. Mais c'est il y a une vraie soif de connaissance. Alors comment y répondre? L'enfant qui vient notamment au cours des frères Montgolfier et qui se présente en disant avec ses parents, j'ai une phobie scolaire, je ne veux plus aller à l'école, etc. Mais je veux bien essayer ça. Voilà. Et alors je leur dis, mais pourquoi vous voulez essayer? Parce que il y a visiblement une meilleure ambiance et tout. Et je dis, creusez. Pourquoi vous voulez? Parce que je ne veux pas ne pas avoir d'école. Donc, pour l'enfant,
Ça veut dire je veux apprendre, je veux pas de phobie connaître, scolaire. je veux appartenir, je veux exister. Il y a un refus d'un système, mais pas une phobie scolaire. Alors, on va vous retrouver tous les quatre. Moi, je remercie l'équipe de Jules Badarani qui se charge de la production de notre Merci, émission Jules. Débat court. Et puis, alors, il me donne le nom exact, oui. La troisième harmonique production. Voilà. Alors, bien évidemment, on garde, vous savez, cette invitation. Vous partagez, vous likez. Ça, c'est très important. Et puis, vous vous abonnez, d'accord? Et ça, c'est très, très important également. Et puis, nous allons retrouver notre équipe dans une prochaine émission qui aura lieu bientôt et qui abordera le sens civique chez les jeunes. Existe-t-il? Nous nous retrouvons très, très vite.